Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette conversation avec Xavier Veillant dans le cadre de la Red Bull Music Academy parisienne. Nous recevons ce soir Xavier Veillant pour parler non pas de sa carrière artistique dans l'ensemble, mais pour parler de son rapport à la musique et de son travail avec la musique. Voilà, on va discuter une petite heure et vous pourrez évidemment poser des questions à la fin de cette conversation. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Je voulais d'abord, avant de parler de ton travail précis, des travaux que tu as pu faire avec des musiciens, que tu nous parles de ton parcours, ton rapport personnel avec la musique, de ton parcours, l'évolution de tes goûts et disons de ce qui t'a amené aujourd'hui à travailler, notamment dans le cadre de ce qui nous intéresse précisément ce soir, l'exposition Music et la série Producers, qui consiste donc à faire des statuts de grands producteurs de musique. Je voulais que tu nous parles un peu de comment tu avais rencontré la musique quand tu étais adolescent et comment tes goûts avaient évolué, comment ton rapport s'était enrichi au fil des années. Déjà, quand j'étais enfant, j'étais dans une famille de musiciens amateurs, une famille nombreuse, donc il y avait beaucoup de bruit et de sons autour de moi. Mais moi, je me suis très vite orienté à plutôt la fabrication d'objets, où je bricolais beaucoup. Et donc, j'avais un rapport de spectateur ou d'auditeur à la musique. Et puis après ça, au début de l'adolescence, je me suis intéressé à... En fait, quand j'avais à peu près 14 ans, le punk est arrivé. Et ça a été une sorte de déflagration assez importante pour moi. Et il y avait une espèce de joie, d'énergie qui est difficile à concevoir aujourd'hui, mais qui m'a amené à être très demandeur de musique. Puis c'était dans une période où moi j'habitais en province, on écoutait le hit parade à la radio. Enfin, ça me paraît être un truc à des années-lumière. C'est à des années-lumière. Et donc l'accès à la musique était très très différent. Donc il y avait une forme de demande. Puis après ça, je suis venu à Paris. Et le rapport à la musique à ce moment-là était un peu différent parce qu'il y avait quand même plus de choses qui se passaient. C'était l'époque un peu post-punk. Donc j'étais étudiant en art et il y avait beaucoup de groupes d'écoles d'art, une grande tradition comme ça. Et donc j'étais une sorte de fan de mini-groupes. J'allais de concert en concert. Je crois savoir que tu as travaillé, que tu as été directeur artistique pour les expositions d'un lieu qui s'appelait les 120 Nuits. Oula, c'est un dossier là. Une sorte de boîte de nuit, galerie, dans un appartement vers Strasbourg-Saint-Denis, il me semble, qu'on voit notamment dans Les Nuits de la pleine lune d'Éric Rohmer, le film. Est-ce que, parce que je me suis un peu renseigné sur ce lieu et la programmation musicale avait l'air assez audacieuse pour l'époque. Est-ce que travailler là-bas, justement, t'a permis d'affiner ton goût, de rompre avec d'autres choses que tu écoutais avant? Alors, en fait, l'histoire, c'est que quand je suis arrivé à Paris, j'étais étudiant et j'étais fan d'une émission qui s'appelait Conviction, qui passait sur les radios libres. Une radio qui s'appelait Cité 96, qui est l'ancêtre de Radio Nova et donc de Canal, on peut dire, Canal+. Pour dire les choses vite. Et c'était l'époque de l'éclosion des radios libres qui était aussi une déflagration importante. Donc au début des années 80. Ouais, c'est ça. C'est l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Et oui, ça fait... Mais bon, j'ai vécu ça. Et j'étais étudiant dans une école d'art. Et en fait, j'ai rencontré les gens qui faisaient cette émission dont j'étais fan, Théo Acola et Thierry Planel. Et j'étais dans une fête, je les ai rencontrés, et en gros, ils m'ont dit c'est bien, t'es fan de notre truc, mais est-ce que tu veux pas faire une émission sur l'art? Et donc, je me suis retrouvé parachuté. Je faisais même la technique de l'émission, ce qui était assez impressionnant. Et je pense que ça doit être absolument terrible de réécouter ces émissions aujourd'hui, mais ça me permettait d'être en contact avec beaucoup de gens qui m'intéressaient, de faire des interviews d'artistes qui passaient à Paris, etc. Et en même temps, cette même année, cette radio a fait cette boîte de nuit, qui était complètement chaotique. Qui a duré qu'un an, en fait. C'est pour ça que ça s'appelait les 120 nuits, c'est que c'était sur 40 semaines. Ça s'est même arrêté au bout de 80 nuits, je pense, parce que c'était, on se faisait attaquer par notre propre service d'ordre. Enfin bon, c'était inimaginable. Mais il y avait beaucoup de danse sur les tables et il y avait un côté
C'était l'époque où il ressortait des compiles du backing band de James Brown. Le nom m'échappe, enfin bon, bref. JB's, merci. Et donc c'était vraiment chaud, et les gens venaient de danser, enfin il y a un truc qui était assez énergique. Ouais. Et c'était très drôle. Et il y avait des concerts, et c'était des groupes New Wave européenne, Tissimatic, je sais pas, des choses. Le groupe de Théo Acola aussi qui s'appelait Passion Fodder. Je sais pas qui, je pourrais pas dire qui vraiment avait joué là-bas, mais enfin bon, c'était une sorte de magma volcanique, quoi. Et dans la série des producteurs que tu as sculptés ces dernières années, il y a un producteur comme Rick Rubin, par exemple, qui est connu au départ pour le rap, qui ensuite qui a aussi travaillé avec Slayer et plus tard avec Johnny Cash. Comment t'es arrivé au rap alors que t'écoutais du punk et que c'est deux musiques qui sont certes liées maintenant aujourd'hui, mais qui à l'époque n'étaient pas forcément amies? Et par quoi t'as découvert le rap en fait? En fait, à la même époque, il y avait le punk, la fin du disco. Moi, j'avais pas accès à cette culture de club à ce moment-là. Je pense que j'aurais adoré le disco si j'avais pu être dans les bons endroits, mais j'aimais pas ça parce que pour moi, c'était la musique qui passait à la radio. Et il y a eu il y a eu Kraftwerk, qui est le groupe qui avait à la fois le côté répétitif, minimaliste, et dansant et hypnotique, et qui a amené, qui a essaimé bizarrement dans toute la musique noire américaine, Afrika Bambaataa, et après ça a donné les block parties, les fêtes, les samples, bon, toute cette histoire qui est une histoire que je suis encore aujourd'hui, parce que le hip-hop, c'est comme le skateboard, c'est un truc où tout le monde croyait que ça allait durer 2 ans. Ouais. Et puis on est, je sais pas, 30 ans après, c'est toujours d'une actualité assez vive, quoi. Effectivement. Et est-ce que, en fait, quand on regarde un peu le rapport, là je passe plus dans le domaine artistique, mais quand on regarde le rapport que les artistes depuis, disons, les années 70-80 ont à la musique, on a un certain nombre d'artistes qui, disons, s'intéressent aux thématiques de la pop, du rock ou de la techno un peu plus tard, d'autres qui s'intéressent à la mythologie de la rockstar, d'autres qui vont travailler sur la notion d'instrument, sur la notion de disque, comme Christian Marclay. Mais on a aussi, évidemment, Christian Marclay en fait partie, des artistes qui sont à mi-chemin entre l'art et le son ou la musique. Toi, avec Producers, en fait, on a l'impression que c'est peut-être pas une décision volontaire, mais en tout cas que tu ne travailles pas sur une forme de commentaire, ou en tout cas de déplacement des formes musicales dans le champ artistique, mais plus sur une espèce de rapport de fan et de passion sur la musique, et notamment donc sur les producteurs. Est-ce que tu peux préciser un peu il y a quelque chose de mystérieux à travers dans les producteurs. Est-ce que tu veux préciser les raisons de cette approche et d'en faire des sculptures aujourd'hui? C'est-à-dire quand on est amoureux de la musique, en fait, on s'aperçoit, on peut chercher la musique par label ou par filiation, ou on peut se dire, ah, tiens, je m'intéresse à Stax ou à Tabla Motown. Mais ce qui est aussi, on se rend compte qu'il y a des relations aussi qui, tout à coup, on s'aperçoit que derrière tel et tel disque, il y a la même personne, qu'il y a Giorgio Moroder qui est là, et là on explore la musique d'une manière transversale qui devient une autre. Tout à coup, on a une autre carte. Ouais. Et moi, ce qui me fascine, c'est le pouvoir que l'art visuel n'a pas, l'immersion. C'est-à-dire que si vous n'écoutez rien, à un moment vous allez au supermarché et vous entendez un morceau et vous baignez quand même dans un son. Oui. Qui est un son, par exemple l'autotune, c'est un son dans lequel on baigne aujourd'hui. C'est une idée du rapport de la déshumanisation de la voix. Enfin, je sais pas, il y a une idée derrière ça qui est un bain universel, et c'est assez mystérieux et c'est assez puissant. Et en plus, il y a cette idée aussi que le rapport à la musique est quelque chose de très cérébral, mais qui peut... C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va directement au corps, mais en fait, évidemment, ça passe par le cerveau.
mais il y a un pouvoir qui est le pouvoir de faire pleurer, de faire danser, de rendre hystérique, d'avoir les poils qui se dressent sur le bras, etc., qui est un pouvoir qu'on a plus difficilement, disons, dans le domaine des arts visuels. Mais justement, toi, en tant qu'artiste visuel, tu t'intéresses aussi à des problématiques qui sont liées à la notion de générique, à la notion de déshumanisation, en tout cas d'une nouvelle forme d'humanité. Est-ce que justement l'art, les arts visuels tels qu'ils existent aujourd'hui, sont pas hors de l'émotion en fait, est-ce que l'émotion est si importante que ça quand on travaille sur une œuvre visuelle en fait? Tout est une question de, comment dire, il y a un spectre, il y a un curseur qu'on peut déplacer. Moi, je suis pas trop dans l'immersion, je crois à la distance. Ouais. J'aimais bien la distance, justement, l'engagement et en même temps la distance, l'ironie des punks. Et après ça, j'ai bien aimé l'attitude des mods, etc. Ouais. Bon, il y a des mouvements musicaux comme ça où il y a cette espèce de mise à distance que j'aimais bien. Mais en même temps, il y a un moment d'immersion. Par exemple, quand les premières fois où je suis allé sur des dance floors où il y avait vraiment de l'électro de bonne qualité, enfin à l'époque c'était des techno, de la house, des choses comme ça. Là, il y a un engagement total physique. Donc, en fait, pour bien observer les choses, il faut une certaine distance et en même temps, il faut une certaine implication. Et bon, tout le travail de l'artiste, c'est d'être dans le réglage, la mise au point, la profondeur de champ par rapport à ces questions-là. Et j'aime bien, tout à l'heure, je parlais de Kraftwerk, mais c'est ça, c'est-à-dire que tout est dans la rétention et en même temps dans la compréhension du monde, dans l'implication. Tout à l'heure, avant de venir ici, j'écoutais Computer World. Ouais. Et c'est incroyable, quoi, les mecs. C'était en 74, 75, 76, 77. Et ils étaient dans la vision du monde d'aujourd'hui. Et ça, ils ne pouvaient l'avoir qu'avec une certaine distance qui venait de leur culture de la musique contemporaine, avec Stockhausen ou des gens qui étaient une approche comme ça. un peu scientifique, un peu ingénieur de ça. Et en même temps, je dirais une physicalité qui est qu'il y a une réponse dans ces cycles, dans cette répétition, dans ce côté hypnotique, qui est proche d'une physicalité très forte, qui est le battement du cœur, le rythme à la répétition, du fonctionnement aussi du corps. Et est-ce que tu penses qu'en art contemporain, il devrait y avoir l'équivalent de producteur? Est-ce qu'il y en a? Et est-ce que un curateur, un galeriste, un critique peut jouer un rôle de producteur dans la façon, disons, d'emballer, le mot est un peu vulgaire, mais en tout cas de mettre en valeur la réalisation de ces artistes? C'est un domaine un peu différent parce que aussi la diffusion de l'objet d'art est, à quelques exceptions près, c'est quand même un objet unique, alors que dans la musique, on est dans une ubiquité où, par exemple, la notion de master, d'original, n'a plus lieu d'être. Donc c'est une époque très intéressante d'ailleurs. Hein. C'est un truc qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les gens qui font, de Jay-Z à je sais pas, Katy Perry, il n'y a pas de différence entre l'original et le truc un type va écouter en Chine ou je sais pas. Donc, alors que dans l'art, il reste cette différence-là, mais il y a une puissance du producteur de ce fait dans la musique qui a une diffusion plus forte, quoi. Et cette imprégnation, c'est comme une teinture ou quelque chose. C'est comme si quelqu'un pouvait changer la température ou le taux d'humidité. Enfin, c'est quelque chose d'assez magique. Alors que dans l'art, moi, je le fais à l'atelier avec l'équipe qui m'entoure. C'est tous un peu mes producteurs. C'est-à-dire que je demande leur avis. Il y a Alexis Bertrand, qui est un scénographe avec qui je travaille. Et on discute de choses. Et j'ai besoin d'un regard extérieur. Et c'est pas du tout un travail solitaire comme on peut l'imaginer. Ouais. Mais c'est pas tout à fait la même chose que quand Tony Visconti débarque ou Timbaland arrive en disant tiens, on va faire ça. Enfin, mais peut-être que je devrais essayer de faire venir Timbaland. Ce serait
Mais alors justement, j'aimerais qu'on revienne un peu, qu'on cite un peu les artistes que tu as sculptés, dont certains donc ont été exposés début 2015 à la Galerie Perrotin New York et à la Galerie Perrotin Paris. Donc on a, comme tu viens de les citer, Tony Visconti, Timbaland, Brian Eno, les Scratch Perry. On a également les Neptunes et Swiss Beats. On a aussi Rick Rubin, c'est ça? Je ne sais pas si j'ai déjà dit. C'est les Daft Punk et Zdar et quelques autres que j'oublie. Ce qui est frappant dans ce choix, c'est que tu as à la fois choisi des gens qui sont, ou Quincy Jones également, qui sont des producteurs, quelqu'un comme Quincy Jones par exemple, est un producteur qui est un musicien au départ, qui a une expertise musicale démesurée. Et on a aussi des gens comme Rick Rubin, qui sont des gens réputés pour être plus des sortes de démiurges qui ne touchent pas vraiment aux machines. Est-ce que, d'une part, c'est des choses dont tu as pu parler avec eux quand tu les as rencontrés? Ce serait aussi l'occasion que tu nous expliques un petit peu comment se sont effectuées ces rencontres. Et ensuite, ma deuxième question, c'est est-ce que c'est une volonté pour toi de pouvoir choisir un éventail assez large de producteurs à travers les différentes façons qu'ils ont de travailler, ou est-ce que c'est un choix qui dépend de tes goûts? Donc, est-ce que tu peux d'abord expliquer comment se sont passées ces rencontres et quel était le process à l'œuvre? Donc, d'abord, je pensais pas que ça allait marcher à ce moment-là. Hein. Donc, j'étais presque dépassé parce que dans les gens que tu as cités, il y en a dont j'ai fait le portrait, mais j'ai pas eu l'occasion encore de montrer leur statut. Il y a aussi Trevor Horn, ou Lee Scratch Perry, ouais. Ou Nigel Godrich. Et donc en gros, c'était comme une sorte de grande machination pour rencontrer mes héros. Donc finalement, un peu comme quand j'ai fait précédemment la série d'expositions dans des architectures architectones, c'était finalement a posteriori comme si j'avais construit tout un truc pour me retrouver dans ces maisons. Et là, c'était comme si j'avais fait tout ça pour me retrouver à Malibu chez Rick Rubin, ou il y a Stéphane qui travaille avec moi, qui est là. On était avec Marc Tessier-Ducrot et Guillaume qui travaille aussi avec moi. Marc Tessier-Ducrot du label, qui est le directeur artistique du label Record Makers. Ouais. Et on s'est retrouvés dans ces situations, moi j'y croyais pas, quoi. Et en fait c'était un parcours du combattant avant d'y arriver, mais finalement, une fois que c'est fait, ça paraît plus facile, mais c'était relativement simple, avec des complexités qui consistaient à aborder les gens via les bonnes personnes, bien expliquer le projet, trouver une oreille attentive. Et puis finalement, je pense qu'il y a eu une certaine satisfaction de ces gens d'être compris comme je les comprenais, c'est-à-dire comme des gens qui conditionnent cette espèce de bain général, mais qui n'est pas focalisé. Ils sont jamais vraiment identifiés en fait. Oui. La plupart du temps. Par le grand public, en tout cas, c'est pas des gens. Enfin, effectivement, c'est un peu les geeks de la musique les connaissent, mais la plupart des gens ignorent. Bon, à part effectivement les Daft Punk qui sont aussi artistes, mais quelque chose d'un peu discret chez eux. Et justement, par exemple, les Neptunes ou les Daft Punk, ils ont été très intéressés par le fait d'être contactés pour leur travail de producteur. Et par exemple, à un moment, c'était drôle parce qu'on était à LA et on avait Pharrell. On faisait le portrait de Pharrell. Bon, c'est compliqué de faire le portrait de Pharrell parce que c'est tout un truc. Mais en même temps, et ça s'est fait. Et après ça, on avait une difficulté, c'est qu'il fallait qu'on fasse venir Chad Hugo pour avoir les deux Neptunes sur le même. Ouais. Et en gros, à un moment, je devais un peu expliquer aux gens qui travaillent avec Pharrell que ça ne m'intéressait pas d'avoir Pharrell tout seul. De ce qui était un peu mais je pense que lui, il a compris ça. Et que pour lui, c'est plus gratifiant qu'on fasse son portrait, qu'un artiste fasse son portrait en tant que producteur qu'en tant qu'artiste. Ouais. C'était un peu l'opposé du selfie volé, qui est un truc qu'ils subissent à longueur de journée. Parce que c'est effectivement, comme je le disais, c'est des gens qui ne sont pas forcément très connus, en tout cas visuellement, on voit leur nom, mais avoir quelqu'un qui... Donc on va expliquer aussi comment tu procèdes, tu viens avec des scanners 3D
Donc le temps le process en fait dure assez longtemps en fait. Il s'agit de. Grâce au progrès technologique, c'est de plus en plus court. Mais quand j'ai fait ça avec des architectes il y a 7 ou 8 ans pour l'Expo à Versailles, ça mettait presque 1 heure. Maintenant, ça peut durer 10 minutes, mais bon, Lee Scratch Perry, il a beaucoup de bijoux, alors il faut aller dans les détails, il faut bien chercher les CD collés sur les moon boots. Et il faut qu'il reste immobile. Ouais, il faut qu'il reste immobile, et il y a un truc assez bizarre, c'est qu'on ne peut pas parler. Et donc il y a des moments de communion, en particulier avec Rick Rubin, qui a une sono incroyable chez lui, et on était chez lui à Malibu dans sa maison, qui est vraiment un truc. On comprend qu'il s'est de la construit cet espace idéalement pour lui. Et il y avait un créneau de temps très précis, mais en même temps c'était vraiment agréable, hein, c'était cool. Et il a passé des trucs de musique, qui étaient de la musique exactement de Pondium des années 70, sur son iPhone, et qui était diffusé sur des méga sonos autour de nous. Donc on était dans une espèce d'euphorie. En même temps, en se disant, bon, attention, on ne va pas avoir 2 fois l'occasion de faire son portrait, donc ne nous plantons pas sur les trucs techniques. C'était un mélange de concentration et de... Je sais pas, c'était très beau en fait. Et il ne te voyait pas arriver comme un photographe ou un portraitiste, illustrateur qui vient faire juste une séance de photos. Tu leur expliquais que c'était pour faire des statues, etc. Comment il réagissait à ça, en fait? Est-ce que certains étaient un peu choqués en se disant mais je suis pas... est-ce que ça vaut le coup de faire une statue de moi? Ou est-ce qu'il y avait une forme de compréhension Je crois qu'ils ont compris qu'il y avait une forme de bienveillance et d'intérêt... je sais pas très bien en fait, mais j'étais surpris que ça marche à ce point-là. En fait, on a eu aussi des chances. Par exemple, Quincy Jones. Franchement, j'y suis allé. Je me suis dit bon ça va pas marcher. Le seul qu'on n'a pas eu, c'est Dr. Dre. Ouais. Mais on va le faire, je pense. Aussi, ou RZA, RZA. Donc je suis fan aussi. Mais Quincy Jones, par exemple, c'est drôle. C'est il va au festival de Montreux chaque année, et ils ont pris un stagiaire une année qui était un Français, et un jeune mec, Thomas Duport, et qu'ils ont embauché finalement, qu'ils ont gardé après le stage. Et il se trouve que ce type connaissait mon travail et il aimait bien. Et donc, quand il a vu passer le mail, il a dit à l'équipe de Quincy, c'est un bon truc, il faut le faire. Donc, quand ils nous ont dit oui, on était très surpris qu'ils acceptent, en fait. Et puis, Quincy Jones, quand il est arrivé, on avait l'impression qu'on le connaissait depuis 15 ans. Il nous a parlé de Paris. C'était à Los Angeles? Ouais, c'était dans sa maison. D'accord, ok. Donc, tout ça est complètement, même quand j'y repense maintenant, c'était complètement, c'est typiquement LA d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est nimbé d'onirisme et c'était surréel, quoi. D'accord. Et est-ce que on va revenir un peu à ton travail avec des musiciens, le travail que tu as pu faire depuis un peu moins de 10 ans, enfin une dizaine d'années, disons. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail avec Air, ce que tu as fait avec eux, comment tu t'es retrouvé à collaborer avec eux sur plusieurs projets? Air, je les connaissais pas, mais j'adorais leur musique dès le début, les premiers symptômes et tout ça. J'ai vraiment eu une sorte de révélation. Et j'ai cherché à... J'ai rencontré à ce moment-là Marc Tessier-Ducrot, qui était un peu le 3e membre du groupe, qui travaillait sur un label qui s'appelait Source. Oui, d'accord. Donc vraiment à la fin des années 90. Ouais. Un premier symptôme, en fait. Source, ça dépendait de Virgin, et c'était un peu la tête de pont plus avant-gardiste. Ouais, quoi. Le laboratoire. Le laboratoire. Et j'ai une amie, très grande amie, qui s'appelle Nathalie Noénec, qui bossait avec ces gens-là, qui s'occupait des artistes. Et donc je les côtoyais, mais en fait ce qui est drôle, c'est qu'il y avait aussi un truc, c'est que même à l'époque, quand on disait qu'on faisait de l'art, les gens disaient alors oui, ça marche bien la peinture, quelle est ta cote, enfin des trucs qui correspondaient pas du tout à la réalité de mon métier.
Et il y avait une sorte d'incompréhension, et puis l'industrie musicale était très forte, donc on faisait des clips pour 1 million d'euros, enfin bon, des trucs, enfin 1 million de francs peut-être. Ouais. Enfin bref, il y avait une polarité, un rapport entre la musique et l'art visuel qui n'était pas du tout celui qu'il y a aujourd'hui. Depuis, l'industrie musicale s'est complètement effondrée. Là, elle est en train de reprendre. Mais et aujourd'hui, les musiciens se réclament beaucoup de l'art contemporain. Enfin, quand on voit ce que font Kanye West ou dans un autre genre, Frank Ocean, il y a un désir d'être dans l'art contemporain. Ça ne manque pas de me surprendre d'ailleurs, mais c'est formidable. C'est aussi révélateur d'un intérêt qui était plutôt une méfiance quand j'ai commencé à faire de l'art, et qui est aujourd'hui un a priori plutôt positif. Donc formidable, j'espère en profiter. Mais j'ai essayé j'ai fait plein de projets pour des clips qui n'aboutissaient pas. J'étais vraiment très demandeur de ça, et puis au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre. J'ai dit bon bah je vais faire mes trucs et j'écoute la musique et voilà. Et puis R m'a demandé de faire leur pochette pour un disque qui s'appelle Pocket Symphony. Ça s'est passé de manière très fluide. J'étais ultra fan de Sébastien Tellier, sur ses premiers albums en particulier. Et j'ai fait un projet de film pour une marque à un moment, et j'avais la possibilité de choisir un musicien. Et j'ai proposé à Sébastien de faire une musique qui était absolument magnifique. Puis Sébastien, c'est devenu un ami après, mais c'est génial de rencontrer. C'est comme les Bouroulèques dans le domaine du design, par exemple. Ouais. C'est des gens que j'admirais avant de rencontrer, et après ça, on est devenus amis. Donc c'est une sorte de scénario rêvé, quoi. Et Sébastien, c'est quelqu'un de très très riche au niveau humain. C'est quelqu'un d'extrêmement prolifique et créatif, et qui est dans une générosité. Et donc on a commencé à faire des trucs ensemble, on s'est très bien entendu. J'ai proposé de jouer dans un film qui s'appelle Furtivo. Ouais. Un film que tu as réalisé, donc. Un film que j'ai réalisé, oui, parce que je réalise des films. Donc c'est confidentiel. Mais du coup, je fais vraiment ce que je veux avec des gens comme Sébastien qui font aussi exactement ce qu'ils veulent, quoi. Tu as également travaillé dans un autre domaine musical avec Eliane Radig. Eliane Radig, qui est une compositrice qui fait des œuvres, disons, pour le dire très très vite, de musique contemporaine, qui sont des œuvres qui, en fait, qu'elle compose en fait pour des haut-parleurs directement. La plupart du temps, c'est pas des œuvres orchestrales. L'œuvre en question sur laquelle tu l'as fait travailler, sur laquelle en fait tu as proposé une sorte de supplément ou de prolongation, s'appelle Systema Occam. Est-ce que tu peux est-ce que tu t'intéressais à elle depuis longtemps? Comment s'est passée la rencontre avec Eliane Radig? Moi j'aime bien, par exemple j'ai constaté que dans tous les trucs de hip-hop que j'écoute, souvent j'aime bien les basses linéaires, j'aime bien le drone, j'aime bien dans la musique celtique les bagades bretons, quand il y a la basse qui rentre, c'est comme sur un dance floor, quoi. Il y a ce côté, la puissance du drone, quoi. Ouais. J'aime bien Sono, il y a des points communs entre toutes ces musiques. Et Eliane Radig, elle est au sommet de cette pyramide. Ouais. Enfin, elle est à la fois à la base et au sommet. C'est quelqu'un de très important. Qui a commencé dans les années 60, voire même 50. C'est une dame qui a aujourd'hui 80 ans et quelques. 4 ans, je crois. Ouais. Et c'est aussi une grande chance de pouvoir... Moi, j'ai 53 ans, et travailler avec des gens comme l'architecte Claude Parent, qui vient de mourir, là, qui avait 93 ans, ou comme Eliane Radig, 84 ans, c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit aussi des artistes qui ont développé des choses, mais ils n'ont pas fait des choses pendant 8 ans, 20 ans, ils ont fait des choses pendant 60 ans, pendant 70 ans, quoi. Et là, c'est impressionnant de voir où est-ce qu'ils ont envie d'aller encore après tout ce temps-là. Sans trop rentrer dans un truc académique où, disons, où ils ne reproduisent pas ce qu'ils ont fait avant, quoi. Dans le cas d'Eliane Radig, c'est assez frappant de voir Et en fait, ce qu'il y a de difficile à comprendre, c'est que quand on dit que, par exemple, elle compose
pour que ces concerts sont que sur bande magnétique, on a l'impression d'une posture, mais en fait c'est juste parce que quand elle travaille dans les années 50 avec des générateurs d'ondes, de générateurs de fréquences, c'est-à-dire qu'il faut imaginer un synthétiseur mais qui n'a pas de clavier, dans lequel on introduit une fréquence et qu'on va traiter. Donc comment est-ce qu'elle restitue ça après ? Elle n'a pas d'outil numérique pour le stocker, etc. Donc elle l'enregistre sur un magnétophone. Et la façon de le mieux contrôler ce qu'elle va jouer en live, c'est de passer cette bande. Et de la même manière, aujourd'hui, par exemple, elle compose à la demande de certains musiciens qui l'ont prié à genoux de faire des choses pour elle, alors qu'elle composait que pour l'outil électronique. Elle s'est mise à composer pour des instruments classiques. Et donc la manière dont elle compose, c'est qu'elle discute avec l'interprète. Et l'interprète, une fois que l'œuvre est terminée d'un commun accord, devient le porteur, le transmetteur. Par exemple, il peut choisir de jouer le truc plus court, plus fort, plus bon. Okay. Mais c'est très logique, ça, c'est un processus naturel. Et c'est une femme qui a réussi, il faut imaginer aussi dans les années 50 ce que c'était pour une femme dans le domaine de la création. C'est-à-dire que, ne serait-ce que parce qu'elle était une femme, on ne pouvait pas considérer que c'était important, quoi. Et donc elle est restée dans l'ombre de Henry, ou de gens de Schaeffer, de gens qui développaient des choses, dont elle était l'assistante. Oui. Et elle a reçu en cadeau des magnétophones, et elle a commencé à développer son travail. Et en fait, un petit peu comme un trésor qui ne serait pas découvert, elle a continué à travailler et à préserver son travail d'une manière parfaite. Et elle est très radicale aussi, c'est-à-dire que faut filer doux. Hein. Moi, j'ai fait des trucs avec elle. Elle est très attentive à l'acoustique. Si ça va pas, ça va pas, quoi. Ouais. Et donc, j'ai appris beaucoup avec elle et j'avais envie de créer. C'est une musique très particulière parce que vous ne pouvez pas trop l'écouter au casque, vous ne pouvez pas l'écouter en conduisant, vous ne pouvez pas l'écouter à la radio. C'est une musique qui demande une qualité d'intention. Un espace précis. Voilà. Et donc j'ai créé une sorte de spectacle qui était une introduction pour une pièce pour harpe qui s'appelle Occam. Et donc c'est une sorte de juxtaposition de mon univers visuel, de l'activation de l'atelier et de cette pièce musicale qui est un truc absolument magnifique, qui est hyper méditatif, qui est assez exigeant parce que il faut comprendre que c'est comme si c'est la différence entre observer un outil d'optique, par exemple une paire de jumelles, et puis les utiliser. C'est vraiment, c'est-à-dire que vous choisissez de rentrer dans le son. Ouais. C'est une invitation à rentrer à l'intérieur de la chose sonore, mais comme de la matière. Mais ce qu'on fait aussi quand on se prend une bonne basse de dub ou un drop de techno. On ne peut pas être passif, quoi. Non. Et est-ce que le travail que tu as fait autour de cette œuvre avec elle, est-ce que ça vise à rendre cette musique qui est quand même assez confidentielle, hélas, à la rendre un peu plus accessible, à démocratiser Est-ce que tu as eu l'impression qu'avec ton travail, elle avait pu toucher des gens qu'elle n'aurait pas touché autrement ? Non, parce que finalement, on a joué ce spectacle une quinzaine de fois, ce qui est vraiment très étonnant pour moi. Ouais. Mais c'est des toutes petites jauges, donc il y a très peu de public à chaque fois, parce que c'est de la musique acoustique qui demande d'être bien entendue. Donc ça concerne 100 personnes à chaque fois. Donc non. Puis c'est intéressant parce que c'est quand même, en voyageant dans le monde avec ce spectacle, qui est à moitié un concert, à moitié un spectacle, on a rencontré un public qui est absolument fan de son travail, mais c'est une sorte de village mondial, quoi. C'est-à-dire c'est très peu de gens, mais il y en a partout. Tu parlais tout à l'heure du fait que la musique était disponible partout, omniprésente, et que l'art, lui, était un peu plus difficile à exposer, entre guillemets, enfin en tout cas à diffuser. Est-ce que c'est quelque chose que tu envies aux musiciens, en fait ? Est-ce que toi, dans ton statut d'artiste, tu aimerais que ton travail ou celui des autres soit plus accessible, plus disponible, presque, pas au supermarché, mais en tout cas dans le mobilier urbain, dans les rues ? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi ? Est-ce que tu penses que l'art doit garder une forme d'élitisme, mais en tout cas un régime d'exception et qui ne puisse pas être diffusé en masse comme l'est la musique ?
Voilà, il y a plein de choses dans cette question. Oui. D'abord, l'art, c'est pas la culture. Donc, c'est une différence. Souvent, on confond. La ministre de la Culture représente l'art en France. Mais l'art, c'est quelque chose qui échappe à la culture. C'est-à-dire que la culture, enfin plutôt, l'art, disons, c'est quelque chose dans lequel l'arbitraire a plus de place. Maintenant, le monde de l'art a tellement changé. Si vous allez le samedi dans le Marais, vous pouvez voir gratuitement partout des choses de bonne qualité, nouvelles ou anciennes, enfin, avec une certaine exigence, disons, un certain investissement. C'est gratuit, vous pouvez passer la porte de n'importe quelle galerie. Bon, les gens le font pas parce qu'ils sont un peu impressionnés ou ils viennent pas dans ce quartier, ou je sais pas, mais c'est possible. Et moi, je fais des expositions. Parfois, il y a 3000 personnes à un vernissage. Enfin, ça devient un peu comme comparable à un concert, à quelque chose de massif. En même temps, on a une grande chance, c'est qu'on reste dans un domaine où il n'y a aucun des problèmes liés à la starification et tout ça. Donc, ça, c'est formidable. À quelques exceptions près, mais globalement, oui. Oui, mais même Jeff Koons ou Murakami, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas de garde du corps. Oui, ça n'a rien à voir avec ce que vit Justin Bieber, quoi. Donc, et pour moi, alors, très très éloigné de ça, et je suis très content d'en être éloigné. En revanche, on a beaucoup d'attention. On peut faire des choses formidables quand on est artiste, on peut aller visiter des endroits, rencontrer des gens étonnants, etc. C'est une sorte de laisser-passer. Parfois, on se demande même un peu pourquoi. Et c'est une chance dont je profite beaucoup. Moi, j'en profite pour rencontrer des gens. Avec les architectes ou les producteurs, oui, notamment. Oui. Et on a des discussions après ça qui sont assez intéressantes. Et je sais pas, moi, je vis ça comme une forme de privilège, qui est aussi une forme de responsabilité dans l'existence. Par exemple, la présence. Moi, quand je fais une expo, j'y vais. J'y vais, dans tous les sens. C'est-à-dire, je m'engage. Et je suis là, et il y a une sorte de... C'est un peu symbolique, mais le fait d'être là, c'est au moment du vernissage, et puis après ça, on revient de temps en temps, mais sauf si c'est à l'étranger, on repart. Mais c'est un truc un peu différent justement de l'univers de la musique, où il y a le moment du concert, mais vous n'avez pas Stevie Wonder à chaque fois à côté de votre platine. À chaque fois, vous mettez un disque. Malheureusement. Mais toujours un peu pour revenir sur ces différences entre la pop musique et l'art contemporain, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais t'interroger. C'est d'une part, j'en parlais tout à l'heure, mais pas mal d'artistes de ta génération ou de la génération au-dessus ont souvent eu un rapport, disons, pas forcément effrayé, mais pas tout à fait direct, pas tout à fait immédiat à la musique, et s'en servait plus comme en reprenant certains éléments de langage, certains éléments visuels, etc., mais n'étaient pas forcément familiers du langage de la pop, puisqu'ils venaient souvent eux-mêmes d'une forme d'académie, d'une forme d'élitisme culturel. Aujourd'hui, en revanche, on a l'impression qu'il y a pas mal de jeunes artistes, des gens de 25, 30, 35 ans, etc. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Cory Archangel, qui a fait une sorte d'installation autour d'un synthé particulier de japonais, un Korg, où il a vraiment étudié ça de près pour en faire une performance. Est-ce que tu suis ces artistes il y en a plein. Il y a Cyprien Gaillard avec Oudlam, il y a Camille Henrault avec Joachim. C'est quelque chose d'assez naturel parce qu'on trouve une sorte de réponse, de symétrie, de choses qui s'emboîtent en fait. Et puis... je crois qu'il y a une complémentarité donc au niveau de la temporalité. Quand on visite une exposition, on n'a pas de temps imparti. Quand on écoute un morceau, le tempo est donné par la personne qui l'a écrit. Donc c'est assez différent. Et ces questions liées au temps, ça paraît anecdotique de dire ça, mais en fait, le numérique fait que ces questions liées au temps sont de plus en plus vives. Quel temps, c'est la question de l'édit, malheureusement ça n'existe pas vraiment en français, mais c'est parce que c'est pas le montage, c'est le choix, c'est comment on gère son attention et son temps. La version, quoi. Ouais. Et
Donc ces questions, elles sont facilement abordables dans le rapport très naturel qu'on a, qui est différent entre visiter une exposition, regarder une œuvre et regarder un film ou écouter une musique. Et tu penses que les œuvres futures de ces jeunes artistes et des futurs jeunes artistes seront peut-être un peu plus, disons, s'adapteront davantage au mode de perception des futures générations enfin, est-ce que tu penses en gros qu'on pourra regarder une œuvre comme on écoute aujourd'hui un tube ou n'importe quel morceau avec la même immédiateté? Est-ce que tu penses qu'il y a on arrive à une sorte comment dire, de convergence de ces médias-là, de ces médiums, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui restera toujours un peu lié à la nature de l'objet artistique contemporain? Je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est quand on a une impression, le phénomène de la vision, c'est une fréquence, le phénomène de l'audition, c'est une fréquence. Qu'on écoute une musique ou qu'on regarde une image, quel que soit le support, mais quand c'est numérique, c'est des pixels, c'est des impulsions. Donc on est quand même dans un moment où d'un côté on a l'existence de ces fréquences et de l'autre leur transcription numérique, et cette transcription numérique se généralise et s'amplifie. Et donc on est dans ce magma dans lequel la question du choix et la question de ce qui va nous guider pour aller vers telle ou telle chose est de plus en plus importante. Et donc on va avoir de plus en plus besoin de s'inscrire dans des sous-ensembles qu'on aura choisis. Et donc ce qui est formidable, c'est que c'est nouveau. Et moi j'adore la nouveauté. Et en même temps, il y a une dimension absolument vertigineuse dans tout ça. Et je pense que l'art, tu parlais de demander si c'était lié à une forme, si ça devait rester lié à une forme d'élitisme. Absolument pas. C'est juste une question de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que l'expérience qu'on peut avoir d'une œuvre est différente, mais moi je regarde beaucoup Instagram par exemple, avec toutes les limites et mais je trouve ça très intéressant. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que tout le monde a à peu près le même outil, qui est en gros un smartphone. Enfin, tout le monde dans une certaine région du monde et avec un certain niveau de vie, mais disons que les gens qui avaient avant plein d'outils différents, aujourd'hui, ils ont tous le même outil. Et ça, c'est un truc assez intéressant qui fait qu'on est tous à égalité et que ce qui fait l'inégalité, c'est plutôt le regard que l'outil, quoi, par exemple. Et moi, j'ai tourné, mon dernier film, il est tourné avec des iPhones, avec 4 iPod Touch. Et la qualité est incroyable. On a juste changé les objectifs. Et il y a cette espèce de canal commun du numérique qui a un impact que j'arrive même pas à définir, mais qui a un impact énorme. Par exemple, une chose qu'on n'avait pas du tout il y a 20 ans, c'était l'idée que quand on regardait une image, elle était composée de parties. On regardait une image et c'était un tout. Et même, après le pointillisme et l'impressionnisme, ça restait un tout. Et aujourd'hui, n'importe quel enfant, il comprend très bien qu'une image est composée de parties. De pixels. Picture elements. Et que ça peut être prélevé et déformé maintenant avec des outils qui sont hyper accessibles à tous. La deuxième question que je voulais te poser sur les liens ou plutôt les oppositions entre art et musique, ça me vient d'une rencontre que j'avais faite avec Yves Michaud, qui réagissait à un article sur la critique musicale où c'était un auteur allemand qui s'appelle Dietrichsen, qui parallèlement est d'ailleurs théoricien de l'art en Allemagne, qui expliquait en fait qu'aujourd'hui, à l'ère de l'émiettement de l'actualité musicale, le devoir du critique musical était de se détacher de l'actualité et de pouvoir, par exemple, parler d'un disque un an après sa sortie, de pouvoir écrire des choses extrêmement longues et de ne pas subir la dictature de « faut publier la chronique tout de suite dès sa sortie », etc. Et donc, grosso modo, entre autres, de se détacher
des contraintes commerciales souhaitées par les maisons de disques. Ce à quoi Yves Michaud a répondu assez fermement en disant non mais c'est complètement utopiste et à côté de la plaque, puisque la critique, si on prend la critique d'art a elle toujours été liée à des exigences commerciales, des exigences, c'est dans un marché, c'est un marché qu'on peut pas, et ça n'a pas de sens de prétendre, enfin de demander aux critiques de s'extraire de cet univers. Moi j'avais répondu à l'époque que les deux marchés étaient extrêmement différents, puisque le disque est un produit en série, l'œuvre d'art est un produit, une pièce unique. Il n'avait pas tellement voulu m'entendre. J'aurais souhaité avoir ton avis là-dessus. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu penses que la critique d'art peut encore influer énormément sur la réputation, la cote, l'image d'un artiste, et si dans la critique musicale, parce que je crois savoir aussi que tu lis pas mal de presse et de livres sur la musique, est-ce que c'est des choses qui peuvent influer comme en art? Déjà, le rôle de la critique, c'est pas forcément de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est un rôle analytique qui permet d'éclairer sur des choses. Là, pour le moment, je lis ce livre de Alex Ross. The Rest is Noise. The Rest is Noise. C'est intéressant, c'est la vision d'un Américain sur la musique du XXe siècle et comment... Bon, tout à coup, je découvre des choses. C'est-à-dire, je voyais des compositeurs de musique classique du début du XXe siècle comme des points isolés. Et tout à coup, on comprend un réseau et un bain qui est le bain du jazz, etc. Et la dimension populaire que la grande musique avait à l'époque. Et je pense que donc la critique, ça peut être plein de choses différentes. Je crois que c'est intéressant de revenir avec des textes, comme tu le fais dans Audimat, par exemple, sur des choses qui sont déjà passées depuis longtemps. Mais c'est comme pour l'actualité, c'est comme pour le reste de l'actualité. C'est intéressant de revenir 1 an après, 2 ans après, 10 ans après. Je sais pas, c'est pas vraiment un débat. C'est-à-dire que on peut pas traiter de ces questions de manière isolée. Le marché de l'art, le marché du disque, tout ça est lié à la technologie, à l'évolution du monde dans son ensemble et de questions qui dépassent largement ces pôles de manière isolée. On ne peut pas les traiter de manière isolée, en fait. Ouais. Donc, c'est un peu et c'est donner beaucoup de pouvoir à la critique. Aujourd'hui, on peut très bien faire de l'art en dehors de tout marché. On peut très bien, enfin pas aujourd'hui comme avant, mais il ne faut pas croire qu'il y a une seule manière de faire les choses. C'est un des enseignements qu'on voit quand on regarde les différences qui subsistent entre les différents pays, par exemple, les différents continents. Il y a des manières de faire différentes. Il y a des tuyaux par lesquels il faut passer, qui sont en gros Internet ou l'économie de marché. Mais on peut très bien choisir de faire de l'art hors d'Internet et hors de l'économie de marché. Et voilà, il faut choisir des formes qui ne coûtent pas trop cher et qui trouvent des relais sans... Moi, je fais des œuvres qui sont très chères à produire, mais j'en fais aussi avec 3 bouts de bois que je colle entre eux. Et c'est pas pour moi très différent. Tu vas bientôt représenter la France, ce sera au mois de mai, à la Biennale de Venise. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu as en tête, sans forcément rentrer dans les détails? Est-ce qu'il y aura un lien avec la musique? Oui, alors c'est un projet qui s'appelle le Merzbow Musical. Oui. Bon, d'abord, je suis très très heureux de faire ce projet. Enfin, c'est d'être invité à la Biennale de Venise, c'est une forme de consécration. Mais au lieu d'en faire quelque chose d'assez compétitif ou justement comme une consécration, on arrive et on essaye d'étaler ce qu'on sait faire. J'aimerais bien qu'il y ait une dimension un peu prospective. Donc c'est un projet qui a une part de risque. Le Merzbow, c'est le nom d'une œuvre de Kurt Schwitters, qui est un artiste des années 20 en Allemagne, qui venait du dadaïsme et qui allait vers le surréalisme, et qui a inventé cette forme de sculpture globale qu'on appelle installation en art, en remplissant son appartement et celui de ses parents de formes sculpturales qui ont transformé une sorte de grotte. Okay. Et donc cette grotte est transposée dans le pavillon français, qui est dans les Giardini à Venise. L'endroit est très important parce que Venise, c'est pas comme si c'était n'importe quelle ville.
Et ça dure pendant 6 mois. Et l'idée, c'est de transformer en fait en studio d'enregistrement, comme un beau studio d'enregistrement des années 60-70, mais qui aurait subi une sorte de tremblement de terre qui l'aurait complètement déstructuré. Ok. Donc un espace dans lequel il faudra faire attention où on met les pieds, où on va se perdre assez facilement. Et à l'intérieur de cet espace, il va y avoir des musiciens qui vont travailler et qui vont utiliser ce studio pour enregistrer de la musique. Et non pas pour faire des concerts. Ils sont là pour développer des choses, il y a une dimension expérimentale. Et l'idée est de déplacer le champ musical dans le champ de l'art visuel ou l'inverse, et de donner une certaine couleur. Mais ce studio va être tout à fait opérationnel, et l'idée c'est que les différents musiciens qui interviennent repartiront avec leur disque dur ou leur bande en analogique, et seront libres tout à fait de faire ce qu'ils veulent avec. Et dans les musiciens, il y a des gens très connus et puis des gens beaucoup moins connus. Il y a des gens qui viennent de très loin et puis des gens qui viennent de l'île d'à côté de Venise. Ok. Et c'est une espèce de grande aventure. On travaille avec, je sais pas, on doit être plus d'une centaine de personnes impliquées dans le projet, et on sera plus de 200 à la fin. Et c'est une espèce d'aventure qui est assez hors norme, mais qui est assez joyeuse pour le moment, et je pense que ça va le rester. Ce sera ma dernière question. Est-ce que dans cette biennale ou ailleurs, est-ce qu'il y a quels sont les artistes, les musiciens avec lesquels tu aimerais travailler dans les années à venir, que ce soit pour les sculpter ou pour faire des projets de type comme ceux que tu as pu faire avec Eliane Radig ou avec Sébastien Tellier? Franck Ocean? Ouais, Franck Ocean, formidable. C'est génial, surtout, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est Odd Future, quand même, tout à coup il y avait cette espèce des sales gosses qui parlaient mal et qui mettaient le boxon partout où ils arrivaient. Et déjà j'ai adoré quand le 14 juillet, il y a 3 ans, il a fait son coming out. Oui. Je trouvais que c'était un truc vraiment hyper fort par rapport au monde du hip-hop qui est tellement macho, qui est tellement con pour l'homophobie, etc. C'était quand même pas très longtemps avant la sortie de son album, donc c'était aussi un peu stratégique de ça. Bah ouais, mais encore mieux. Enfin, oui, bien sûr. Bien sûr. Ensuite, moi, quand j'ai vu Frank Ocean chanter à Saturday Night Live Bad Religion, je trouve ça incroyable, quoi. En 2 minutes, comment quelqu'un arrive à la télé à transformer une ambiance. Il y a une espèce d'art du raccourci qui est vraiment étonnant. Mais en fait, je sais pas je crois que je n'arriverai pas du tout à travailler avec lui. Je sais pas ce que je pourrais lui apporter en plus, ou je ferais. Mais non, j'aimerais bien Bob Marley. Bon. J'aimerais bien Pierre Boulez, bon, pareil. Non, il y a plein de gens, RZA, Rizal, dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, maintenant, ce qui change, c'est que je sens que ça peut être possible. Mais c'est plutôt, la question, c'est plutôt comment aborder ce travail et cette collaboration. Et je travaille aussi avec des danseurs. Là, je vais filmer Marinia Gillot et Dimitri Chamblas pour un tout petit tournage sur une performance qu'ils ont faite. Bon, l'idée, c'est plutôt d'intervenir quand on a l'impression qu'on a quelque chose à dire. Et avec beaucoup d'artistes, je sais pas, je serais transi Enfin, il faut passer à un certain stade, quoi. Donc j'aimerais beaucoup retravailler avec Sébastien, parce qu'on a une longue histoire, mais on pourrait encore faire des choses, je pense, en développant des choses intéressantes. Sébastien Tellier. Et voilà. Mais là, comme ça, disons qu'il n'y a pas un artiste où tu te dis, ah ça, avec lui, je voudrais vraiment faire ça, parce que ça va correspondre exactement à... Non, mais la raison pour laquelle je me dis pas ça, c'est que je suis en train de travailler à ce projet qui va impliquer une centaine de musiciens, donc ça occupe... Et ce ne sera que des musiciens. Il n'y aura pas à la Biennale, il n'y aura pas d'autres, des artistes plasticiens, ce sera. Non. D'accord.
Ce sera un projet entièrement... C'est que moi et plein d'autres gens. Non, mais c'est une espèce de mise en symétrie de deux univers, et je veux pas faire du gris. Donc c'est vraiment le son et l'image. Et non, en fait, ce qui m'intéresse dans la musique pour le moment, c'est plutôt, je sais pas, je vois pas très bien ce qu'on pourrait faire ensemble, mais Gucci Mane, Oui. ou les gens d'Atlanta, Young Thug. ouais, Young Thug, bon, il y en a plein, et je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Il se passe quelque chose, cette manière dont les choses se sont ralenties, un peu empéguées, comme on pourrait dire dans le sud. Et il y a une espèce de mélancolie très forte qu'on n'attendait pas à cet endroit-là, qu'on comprenait chez Cure, ou je sais pas, et tout à coup elle ressort là dans le hip-hop, et c'est très intéressant, je trouve. Merci Xavier Veillant. C'est à votre tour, si vous le souhaitez, de poser des questions à Xavier Veillant. Bonjour. Bonjour. Vous avez, pour cette série des producteurs, vous avez pas privilégié le travail en facettes comme vous le faites souvent. Vous avez par contre fait des impressions 3D, vous avez laissé visibles toutes les stries. Je trouvais ça intéressant parce que ça permettait du coup de sentir peut-être la vibration du son, comme c'est très difficile à rendre en sculpture, comme on pourrait imaginer par exemple sur des arts visuels, le cri de Munch, où on voit vraiment ces vibrations. Ça faisait penser aussi au micro-sillon des vinyles que visiblement vous appréciez. Est-ce que c'était uniquement une contrainte technique et mon interprétation est complètement tirée par les cheveux? Est-ce que c'est une technique que vous avez laissée pour d'autres œuvres? Est-ce que c'était... voilà. Ah ben, les facettes, c'est mon tube, hein. Alors, voilà, bon, c'est comme les mecs qui font des tournées, on leur demande. Chanter toujours la même chanson. Voilà, non, c'est un truc. En fait, c'est ce qui marque les gens, mais si vous regardez la globalité de mon travail, c'est une partie, quoi. Et donc là, ce qui m'intéressait plus, c'était d'aller au plus près de la représentation de ces personnes qui sont. C'est une décision assez arbitraire, hein, de les représenter de manière plus ou moins réaliste. Mais on les reconnaît beaucoup plus, évidemment. Il y avait une sorte de volonté d'approcher la figure humaine avec une forme de douceur. Et c'est pour ça que je ne les ai pas trop passés à la hache. Et au contraire, d'être dans une vibration, effectivement, mais qui n'était pas une évocation directe de cette fréquence du son, mais qui est plutôt une sorte de petit flou qu'on applique à la forme du corps, c'est-à-dire ce sont des représentations, ce sont des statues, et donc on affirme le fait qu'elles sont dans une matérialité et qu'elles ne sont plus dans la réplique exacte de la personne, mais plutôt dans un objet intermédiaire entre ces personnes réelles et une représentation qui pourrait être par exemple une image en 2 dimensions ou quelque chose d'encore plus abstrait, une sorte de chose à mi-chemin comme ça. Merci. Je vous en prie. Merci. Moi, j'avais une question par rapport donc, à votre travail autour de la musique. Est-ce que le travail est aussi surtout autour des musiciens? Est-ce que vous aurez eu par exemple la même approche si ça avait été par exemple des écrivains ou des peintres? En fait, avec les musiciens ou avec... c'est une question... Tu appelles les peintres, j'ai jamais pensé, par exemple. Mais il y a une forme, en fait, il y a une forme de mythologie autour de... Je vois bien, moi, quand il y a des journalistes qui viennent m'interviewer, par exemple, on est 10 à l'atelier et ils veulent parler qu'à moi et voir que moi. Mais en fait, c'est un travail d'équipe. Mais en même temps, c'est paradoxal parce qu'effectivement, ce qui sort de là est signé de mon nom et il y a ma marque de fabrique. Mais c'est comme un réalisateur de film. Donc il y a... Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui serait intéressant de portraitiser, c'est peut-être ce travail d'équipe. Si je m'intéressais à d'autres gens, par exemple, si je faisais des cinéastes, ça serait drôle de représenter des équipes de cinéma plutôt que juste des cinéastes tout seuls. Mais
j'ai pas vraiment... Là, les musiciens, en fait, j'ai fait quelques portraits de musiciens, mais c'est plutôt les producteurs. Et ce qui m'avait intéressé chez les producteurs, c'était qu'il y avait une forme de symétrie, en fait, entre le travail de l'artiste dans l'atelier, qui est à l'abri du regard, plus ou moins, et le travail du producteur. Donc, c'était en ça que je me sentais une forme de sympathie. Après ça, en fait, d'une manière générale, je me pose beaucoup la question de comment célébrer la figure humaine, parce que ça a été souvent utilisé de dictature, des formes de glorification qui sont peu recommandables, et la question de la représentation de l'homme, d'une personne, d'un corps humain, est très actuelle en fait, sur plein de plans, mais autant sur le plan des religions que sur le plan du numérique, par exemple. La différence entre une image, par exemple, la réalité virtuelle va nous plonger dans des questions où la question de ce qui est réel et pas va être très... On va effacer certaines limites. Donc, en fait, pour un artiste aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est plutôt de réfléchir à comment on se situe par rapport à Uccello, ou par rapport à, je ne sais pas Bernini, ou comment on se situe par rapport à ces questions qui sont liées au monde contemporain, et en particulier au développement des technologies. Voilà, pardon, c'était un peu vaste comme réponse par rapport à une question très précise à laquelle j'ai savamment évité. Mais en fait, juste, il y a une chose, d'une manière générale, on est dans une époque absolument incroyable. On est en train de prendre le toboggan, et la question de là où on va devient beaucoup plus importante, parce que on passe de 10 km/h à 200 km/h, et donc ça va très très vite. Et je pense que les artistes ont un rôle par rapport à ces questions-là, de direction. Et donc il faut être très immergé dans ce contexte pour essayer de le comprendre. Et on est dans un contexte très incompréhensible, avec beaucoup de faux semblants, avec beaucoup de choses trappes, et donc le rôle des artistes en général, mais ça peut être aussi un musicien, c'est d'essayer de comprendre, et par la transcendance de l'art, de faire comprendre des choses qui sont un peu inexplicables. Enfin, c'est pas qu'elles sont inexplicables parce qu'elles sont trop mystérieuses, c'est qu'elles sont trop longues à expliquer. Et si vous entendez un morceau de Portishead ou enfin n'importe quel morceau qui va beaucoup vous toucher, je pense qu'il a une capacité à transporter la compréhension d'une réalité, d'un contexte, mieux que un essai complet qui va analyser la réalité. Merci. Merci beaucoup.